Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, chers passagères et passagers. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un épisode en duo. Comme tu peux le voir, j'alterne cette saison de façon plus régulière entre les épisodes solo et les duos. Cela varie les inspirations, les messages, les durées, je trouve. Est-ce que d'ailleurs tu aimes cette alternance de formats duo-solo plus ou moins long ? Je n'ai pas encore repris non plus les formats 5 minutes, mais j'y pense. Est-ce qu'il te plaisait ? Est-ce que tu y trouvais ce que tu cherchais ? Ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire ? N'hésite pas à me dire, à me faire part aussi de sujets que tu aimerais que je traite ou à me suggérer des invités. Revenons à notre podcast du jour et à son invité. Je vais te laisser le découvrir à travers les premières questions du podcast. Mais indice, c'est un homme et il a écrit un livre. On va prendre le temps de faire des parallèles entre son métier et mon univers d'alchimiste du changement et de révélateur d'authenticité. Alors, sois attentif, c'est parti. Bonjour, cher invité, peux-tu nous dire comment tu t'appelles ? Bonjour, je suis l'invité. Je suis Pierre Dron. Bonjour Pierre, et quel âge tu as si c'est pas indiscret ? Alors c'est pas indiscret, mais à chaque fois il faut que je fasse le calcul parce que dès l'instant où on a passé la vingtaine, je suis obligé de recalculer. En fait, en 2022, je vais avoir 42 ans. Je suis né en 80, j'ai eu 20 ans en l'an 2000. Ok, Comme dit des chansons. super. Pourtant c'est tout rond, donc ça devrait être plus facile. Mais... Ouais, mais tu vois, je sais jamais quand est-ce qu'on est, puis là on est en début d'année, c'est un peu compliqué. D'accord. Si tu devais nous dire qui tu es en 3 phrases, 3-4, je sais pas. En 3 phrases, allez, le challenge. Je suis Pierre, je suis éleveur de marque. C'est une première. Je suis aussi producteur de films pour le cinéma. C'est une deuxième. Et la troisième, c'est j'essaye de changer le monde en bien. Voilà, ça c'est la troisième phrase. Ok. Tu nous avais dit un peu ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est une super question parce que c'est souvent la question. On se dit est-ce que je dis qui je suis ? Est-ce que je fais ? Est-ce que je suis parce que je fais ? Donc c'est aussi une manière de décrypter les personnes. Donc a priori, je viens de me décrire comme quelqu'un qui fait et non pas quelqu'un qui est. J'aurais pu dire que j'habitais Valence, voilà. Mais bon, non, j'ai préféré dire ce que je faisais. Très bien. C'est que c'est important pour toi, je pense, surtout Exactement. vu la dernière phrase que tu nous as dite, donc faire du bien en tout cas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important pour toi. Est-ce que tu as un truc en plus ? Je suis sûre que oui. Est-ce que j'ai un truc en plus ? Alors non, j'ai 5 doigts. Le truc en plus, je sais pas en fait si j'ai un truc en plus. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous. Un truc en plus, je sais pas. Après en tout cas, c'est peut-être peut-être que effectivement un peu d'empathie qui me permet de mieux accompagner mes champions peut-être. D'accord. Et puis après l'envie de bien faire. Peut-être aussi, mais je pense que c'est rien de plus. Enfin, c'est pas un truc en plus par rapport à d'autres, tu vois. Donc, je sais pas si c'est un truc en plus. C'est un truc en plus par rapport à d'autres qui n'ont pas ça, mais voilà. Donc après, c'est pas forcément quelque chose de distinctif qui n'appartient qu'à toi, mais c'est un truc en plus dans la vie, on dira. Exactement, sachant qu'en fait, c'est bien que tu parles de distinctif, puisque mon métier, c'est aussi de travailler sur l'unicité de chacun. Mais en effet, je considère par contre que on n'a pas de, comment dire, enfin oui, on est tous uniques, mais quelque part on a tous aussi en fait on a tous les mêmes armes, voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Et pour finir, avant de passer à autre chose et arrêter de te torturer, s'il y a
un adjectif qui te correspond? On me dit, ben tiens, Pierre, il est, ou toi, tu te dis, moi, je suis. Alors, en fait, je pense qu'on me décrit comme quelqu'un d'enthousiaste, mais en même temps, c'est aussi un terme que je développe et que je défends puisque ma société s'appelle Citron Bien, c'est trop bien. Et puis après, j'appuie sur le mot bien. L'enthousiasme, c'est aussi ma marque de fabrique, donc c'est un peu facile. La question était facile. Ok, et ben écoute, au moins ça en aura fait une un peu plus facile que Et c'est pas une torture, hein, mais la torture, c'est plutôt d'arriver à faire court et synthétique. Non, mais je sais que c'est un peu, je préviens pas forcément les gens de cette façon de faire, et parce que j'aime bien avoir l'idée un peu de la spontanéité, mais je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément simple. Donc je te remercie de t'être prêté au jeu. C'est un plaisir, c'est un plaisir. J'ai eu envie de t'interviewer pour le podcast. Comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, t'es le deuxième homme que j'invite, mais j'aime bien ne pas être sectaire, et bon, certainement que je me tourne aussi vers des hommes qui ont une certaine sensibilité. Et je t'ai découvert à travers ton livre Remarquable, qui a un peu été, quand je l'ai lu, j'avais tellement de choses, je me disais, ah ouais, c'est évident, c'est évident et c'est évident. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est donc ton livre où tu expliques comment faire de sa marque et de son projet d'entreprise, parce qu'on est plutôt dans le monde du business, quelque chose d'unique et qui fait qu'on devient aussi qui on est. On y reviendra. Et je me suis dit qu'il y avait plein de parallèles à faire avec effectivement soi et devenir remarquable soi-même, pas dans le sens de devenir forcément fameux, célèbre, avoir une réussite médiatique, etc., mais être remarquable dans notre vie. Et du coup, j'avais envie de te poser quelques questions et de faire des parallèles entre comment, notamment aussi, quand on crée, parce que c'est la population que toi tu accompagnes, quand on crée une marque, comment on devient qui on est aussi à travers cette marque. Ouais, en fait, alors pour le coup, je pense que tu as bien perçu les choses, puisque même si effectivement mon livre est rangé dans le rayon business ou dans le rayon entrepreneuriat, dans le rayon marketing, dans le rayon branding, en fonction de la taille du rayon, dans la taille du rayon, il n'empêche que beaucoup de personnes me font ce même retour, qui est effectivement de se dire que c'est un livre qui parle d'abord à la personne avant de parler au business. Et typiquement, j'ai ma voisine qui a acheté le livre pour sa maman qui a passé 70 ans et qui lui a dit, en fait, c'est un livre qui va aussi t'aider à avancer sur tes projets de vie. Tu vois, donc je pense que tu as bien perçu les choses, et je pense que le propos aussi du livre, mais c'est aussi mon propos, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter, c'est de se dire que on peut difficilement changer la vie des gens avec une entreprise si derrière on n'est pas nous-mêmes en phase, si on ne sait pas changer soi-même. Et je partage aussi mon expérience perso dans ce livre, qui est finalement de me dire comment j'ai découvert la marque, comment j'ai découvert ce métier du coaching et de l'accompagnement, tout simplement en me changeant moi-même, en fait. Donc quelque part, c'est aussi c'est aussi les deux faces d'une pièce. On a plutôt tendance à se dire, je suis côté pile entreprise où c'est mon job, et côté face, c'est je suis une femme, je suis une maman, ou je suis un homme, je suis un mari. En fait, pour moi, il y a pas deux côtés d'une pièce, il y a une seule pièce. Et à partir de là, à partir du moment où on se dit je suis une personne qui entreprend des choses, qui entreprend sa vie, tout simplement, tu vois, c'est aussi entreprendre sa vie. À partir de là, en fait, t'es un peu plus tranquille, quoi. T'es un peu plus serein pour ce que tu fais et où tu veux aller, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ton livre, c'est cette dimension d'unicité, c'est de dire que finalement, on fait dans ces projets, que ce soit comme pour toi, entre guillemets, en tout cas dans ta cible, des projets professionnels, mais on peut l'étendre à un projet global ou à des mini-projets dans notre vie, c'est d'être tout le temps qui on est et de faire avec nos qualités, nos axes d'amélioration, nos valeurs, nos envies, etc. Et moi, ça, je crois que c'est quelque chose qui a fortement résonné en moi, parce que effectivement, je suis une personne, et je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ça, qui sait pas forcément faire semblant, même si on met des costumes, etc. Mais finalement, je crois que pour se sentir pleinement qui on est, c'est important de pas devoir toujours changer de rôle, quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien adapter des choses, mais rester profondément qui on est.
Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ton livre, c'est de faire cet écho d'authenticité, qui est un peu le thème de la 2e saison du podcast, être authentique dans ce qu'on fait, que ce soit pour son business ou pour des projets perso ou pro dans sa vie, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est pas tant une question de posture, c'est aussi une question de facilité. Parce que moi, je suis quelqu'un qui essaye d'aller à l'efficace, de faire les choses de manière simple, parce que dès l'instant où ça devient compliqué, on le fait pas ou on le fait moins bien, ou en tout cas, on se met un peu plus de pression. Donc le fait d'être soi-même, c'est avant tout une posture qui est de se dire, bah, si je suis moi-même, c'est simple parce que je sais qui je suis. Alors que tu vois, de jouer un rôle, de prendre un costume, tu vois, c'est un peu les termes que tu as utilisés et que j'utilise aussi dans le livre. Bah, ça demande un peu d'énergie, ça demande, tu vois, de s'adapter, ça demande d'être quelqu'un d'autre, de regarder, d'étudier. Alors que si je suis moi-même, en fait, c'est tellement plus simple. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de se dire, en face, on a des personnes qu'on peut pas duper. Même si on peut arriver à faire en sorte d'eux, on peut jouer, il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose au fond de toi qui va dire, je sais pas pourquoi, mais cette personne, je la sens pas. Tu la sens pas tout simplement parce qu'en fait, elle est pas elle-même. Elle est en train de jouer un rôle et tu la sens mal à l'aise ou tu la sens hésiter ou tu la sens. Et dès l'instant où finalement t'es toi-même, bah, en gros, tu renvoies aussi à la personne en face de toi quelque chose, tu vois, d'authentique. C'est ce que tu disais. Et puis c'est surtout aussi un moyen d'aller capter, ça c'est le troisième effet qui se coule, c'est aussi un moyen d'aller capter aussi des gens qui sont comme toi et qui vivent, qui vibrent, qui aiment les mêmes choses ou en tout cas qui ont les mêmes valeurs. Et donc ça te permet aussi de trouver autour de toi une tribu, des personnes qui en fait vont t'amener de l'énergie, tout simplement parce que ils apprécient qui tu es. Et là, ça engrange un autre levier qui est finalement le levier de la confiance, parce que dès l'instant où je suis moi-même et où j'ai pas à jouer et où j'ai pas à faire semblant, et donc il y a des personnes qui se disent ah tiens il est intéressant ce bonhomme parce que il est lui-même, et en fait ça engrange de la confiance, quoi, tu vois. Donc c'est un cercle vertueux qu'on installe. Et au-delà d'un cercle vertueux, comme je disais en préambule, c'est plutôt tellement facile, quoi, tellement plus simple. Enfin, a priori. Ouais, c'est ça, parce que j'étais en train de réfléchir quand tu m'as dit c'est une posture qui a priori est plus facile. Je me disais ça l'est pas forcément, parce que déjà savoir qui on est, c'est quand même faut avoir du courage, je dirais, de vouloir bien se regarder en face. Savoir qui on est, c'est se regarder avec tout ce qu'on fait parfaitement bien ou très bien ou moyennement bien, mais aussi ce qu'on fait pas bien. Et c'est pas toujours simple, parce que il y a beaucoup de gens qui vont effectivement faire en sorte de plutôt gommer tout ce qui ne va pas chez eux, et qui du coup vont faire un peu t'es plus authentique et t'es plus complètement qui tu es, parce que tu caches des parts de toi, parce que tu n'oses pas en montrer d'autres. Donc c'est pas forcément si simple que ça d'être qui on est. Même si la conclusion à laquelle tu arrives, je la partage complètement, parce que effectivement, à partir du moment où on a lâché et on a descendu les masques et où on est dans le truc, écoute, je suis comme ça simplifie effectivement énormément de choses, mais il y a quand même un petit chemin à parcourir avant d'y arriver. En fait, il y a un chemin, mais il y a un chemin inverse à faire. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde toi enfant et imagine ce qui se passe quand tu es enfant. D'ailleurs, c'est un exercice que je fais, tu vois, qui pourrait se faire d'ailleurs dans toutes les écoles. C'est qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Là, typiquement, tu vois, je me suis pour Noël, enfin, c'était pas vraiment pour Noël, c'était fin novembre. J'ai réussi le challenge d'écrire mon 2e livre en 30 jours. Et je m'étais dit, je vais m'offrir un petit truc histoire de pousser le challenge et de me récompenser. Et en fait, je suis tombé sur le camion Playmobil de l'agence Tourisque, tu vois. C'est un peu fou, mais alors déjà Playmobil parce que j'adorais les Playmobil quand j'étais gamin, et l'agence Tourisque, il y a aussi un côté symbolique, tu vois, de prendre des risques. Et puis bon, après j'étais assez fan, et l'idée c'est vraiment d'aller rechercher aussi des trucs dans l'enfance, de trucs qui nous ont fait kiffer, et de se dire mais qu'est-ce que j'appréciais là-dedans, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise, et finalement d'aller écouter le petit garçon ou la petite fille qu'on était,
c'est aussi facile, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, en grandissant, la société, l'environnement, tu vois, social, économique, familial, scolaire, nous guide aussi, tu vois. Ne va pas dans cette branche, c'est bouché. Tu veux faire ça, mais c'est compliqué. Tiens, ah ouais, mais là, ça demande de beaucoup bosser, etc., etc. Bref, on grandit en fait avec tout un tas d'impératifs. Et l'idée, c'est pas tant d'aller chercher qui on est, c'est juste de retrouver, tu vois, d'enlever le brouillard qu'on nous a mis sur la route et de retrouver effectivement qui on est, quoi. Tu vois. Donc après, je dis pas que c'est facile, mais en même temps, c'est aussi de se laisser guider. Et un truc qui est en sous-titre dans le livre, c'est d'aller creuser cet instinct, en fait. En gros, ce que je dis, c'est que rien n'est technique. Tout est dans l'instinct. Et il y a forcément une petite voix à l'intérieur qui dit « Ah, tu devrais pas aller dans cette direction. Vas-y, fonce, va dans cette direction. » Et c'est juste d'aller écouter cette petite voix, tu vois, et non pas écouter la voix qui est de se dire ce serait mieux de faire ça de cette manière, tu vois, tel gourou du marketing ou tel voisin ou tel copain qui va nous dire mais non, te lance pas dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué, ou ne fais pas cette thérapie parce que voilà, ça va être long, blablabla, blablabla. Enfin bref, tu vois. Ce que je trouve, moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit là, et parce que cette notion de facilité, de difficulté, et cette petite voix, on l'entend pas forcément toujours, ou c'est difficile, parce qu'effectivement, elle a été beaucoup parasitée. Mais ce que tu as dit qui, pour moi, est important et qui peut peut-être être une clé, c'est effectivement qu'à un moment, tu vas plaire à certains et tu ne vas pas plaire à d'autres. Tu vas être approuvé par certains et tu vas ne pas être approuvé par d'autres. Et c'est effectivement, je pense que peut-être le premier pas, c'est apprendre à se détacher du regard de l'autre, de l'avis de l'autre et que soit l'autre ses proches, l'autre la société, etc. Effectivement, à partir de là, c'est une bonne piste pour arriver à soi, en fait. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça rejoint une idée qui est assez simple, qui est en fait ancrée en nous. Et donc, c'est pas tant une difficulté psychologique, c'est surtout quelque chose qui est ancré dans notre cerveau primaire, parce que dès l'instant où en fait on va changer quelque chose, on va être différent, on va s'écarter du groupe. Et donc l'écart du groupe, c'est aussi la peur du rejet, première chose. Et dès l'instant où on est rejeté du groupe, ou en tout cas on est à l'écart du groupe, enfin tu vois, on a plein d'exemples de renégats ou de gens qui ont été mis à l'écart, c'est aussi synonyme de mort. Enfin, dans notre cerveau primaire, il y a effectivement inscrit que dès l'instant où t'es pas dans ta tribu et que t'es tout seul, tu peux te faire bouffer par un animal dans la savane. Donc en fait, on a toujours gardé ça inscrit très profondément dans notre cerveau. Et aujourd'hui, ce qui coûte finalement, c'est juste d'arriver à aller un peu plus loin, tu vois, que ce cerveau primaire dans lequel il y a effectivement la peur du rejet, la peur du regard des autres, en fait, et donc, à travers le regard des autres, la peur du rejet. Et en fait, c'est juste la peur, finalement. Et dès l'instant où on se dit, OK, quoi qu'il arrive, je vais pas mourir. Enfin, c'est pas grave dans l'absolu. Je vais pas mourir. Ça nous permet effectivement d'aller un peu au-delà. Et je pense que c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir ce qu'on veut. Enfin, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas, parce qu'effectivement, on a fait des choses et on se dit ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Par contre, c'est effectivement plus dur d'aller vers ce qu'on veut. Mais c'est ça qui est pour moi beaucoup plus intéressant et c'est une quête hyper riche, quoi. Mais justement, ce que je trouvais intéressant dans ce parallèle avec l'entreprise, parce que ça nous donne une autre perspective. Et quand tu parles d'entreprise, tu parles de cible, tu parles de clients. Et on est tous à peu près d'accord pour dire que on ne pourra pas plaire à tout le monde, que notre produit il peut pas être universel, etc. Et ben, en fait, ce que j'aime dans cette idée, c'est que si tu le ramènes à toi, tu te dis bah oui, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne suis pas universel, il y aura des gens avec qui je vais matcher et d'autres avec qui je ne vais pas matcher, et c'est pas grave. Tu vois, dans le cadre de l'entreprise, on se dit assez facilement que c'est pas grave. Dans notre cadre, à cause de notre cerveau primaire, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que ramener le parallèle de l'entreprise, ça dédramatise la chose au niveau personnel. Ouais, tout à fait. Après, il y a aussi, tu vois, tu utilises des termes, c'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt même une opportunité, ou en tous les cas, c'est même positif, en fait. Parce que, en gros, il y a un autre chiffre aussi, tu vois, que je dois citer dans le livre, qui est le chiffre de Dunbar, qui est en gros, nous sommes êtres humains faits pour connaître 150 personnes, pas plus. Et en gros, quand on regarde un peu dans le passé, il y a le livre Sapiens qui est super bien là sur ce sujet, qui en parle. En fait, au-delà de 150, tu changeais de tribu, ou en tout cas les tribus se séparaient. Et aujourd'hui, quand tu regardes combien de personnes on connaît, est-ce qu'on connaît plus ou moins 150 personnes ?
tu vois. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que j'ai besoin de plaire à tout le monde, tu vois. Le monde, c'est je sais pas combien de milliards de personnes sur la planète. Bah pas vraiment en fait, tu vois. Donc est-ce que je peux pas juste plaire à 150 personnes? Mais c'est pas forcément plaire à 150 personnes, c'est être bien avec ces 150 personnes qui me ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, qui adorent la couture, qui adorent le scrapbooking, qui adorent la pêche à la ligne ou j'en sais rien, tu vois. C'est aussi, tu vois, les clubs sportifs sont les clubs associatifs, c'est aussi des endroits où tu partages, tu vois, des choses. Donc l'idée, c'est de se retrouver dans des, comme tu le dis, une tribu ou dans un groupe dans lequel, en fait, on est bien parce qu'on a des valeurs communes, des référentiels communs, etc. Ou pas forcément, mais en tout cas des choses qui nous lient. Ouais, en fait, je vais même plus loin, je parle d'histoire commune. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin de partager une histoire commune. C'est que on peut imaginer, par exemple, je citais, alors j'appelle mes clients des champions parce que je me compare à en tout cas, je m'intéresse beaucoup au coaching sportif et je m'inspire du coaching sportif pour accompagner aujourd'hui, moi, mes clients qui sont des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je les appelle des champions. C'est aussi de se dire, comment dire, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en fait, c'est vraiment d'arriver à, comment dire, faire en sorte de garder le lien qui nous unit en fait. Et dès l'instant où dans un club sportif, ça va être d'arriver numéro 1 ou de battre le voisin ou en fait, il y a une histoire qui se crée, une histoire commune qui fait que on avance tous ensemble dans un collectif. Et on peut voir ça aujourd'hui aussi dans les collectifs, tu vois, de défense de certaines causes, la cause animale, la cause écologique, la cause féministe, etc., etc. Donc là, dès l'instant où en fait on a une histoire commune, ben, ça nous permet aussi de nous mettre en action et de se dire, ok, on est tous ensemble et on va tous pousser dans la même direction. Et à partir du moment, enfin, la raison pour laquelle on se range derrière ces histoires communes, c'est déjà pour nous retrouver, partager, échanger, discuter, se sentir aussi identique aux autres. Et c'est aussi parce qu'on est aussi une société en perte de repères, quoi. On a perdu certains repères que pouvait avoir au siècle dernier la religion, le monde politique, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, je considère que et les religions et la politique, au sens large, ont perdu effectivement cette idée de l'histoire commune. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas pour moi, c'est évident, que les marques ont cette capacité de changer le monde en bien. En tout cas, ont la capacité d'engager, de créer un engouement, de créer une force derrière elles, à travers leurs clients, et de faire en sorte effectivement de changer les choses, quoi. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interroge, j'aimerais un peu creuser. Tu parles d'être soi-même face à un groupe avec lequel on partage des choses. Est-ce que du coup, pour toi, on arrive vraiment à être authentique qu'à partir du moment où on se reconnaît, donc en fait, on se sent ressembler à d'autres? Alors, en fait, c'est aussi quelque chose qui est humain. Un humain seul ne peut pas survivre. C'est pas tant une question de survie, manger, boire. C'est juste que s'il a pas l'effet miroir d'un autre être humain, il peut pas survivre. Tu vois. Et ça, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça assez fou. Ce qui explique beaucoup de nos difficultés, beaucoup de nos névroses aussi, sur effectivement le fait de devoir se comparer, etc. Donc c'est une super question effectivement parce que je défends d'un côté l'unicité où chacun doit être un peu différent, et de l'autre, je défends effectivement l'idée du groupe ou l'idée de la tribu, en tout cas de trouver la tribu dans laquelle tu te sens bien pour pouvoir développer ton projet d'entreprise. Mes belles-sœurs sont jumelles, tu vois. Et je dis souvent, à métier équivalent, à parcours équivalent, tu vois, tu es forcément différent de ton voisin. Et là, j'ai l'exemple même avec mes belles-sœurs qui sont jumelles, donc qui ont grandi, enfin, elles sont nées à peu près en même temps, avec les mêmes parents, elles ont vécu à peu près les mêmes choses, et aujourd'hui, elles sont différentes. Donc, tu vois, quand tu vois que des jumeaux peuvent être différents, pourquoi nous, on cherche à être comme les autres? Donc, ça ne nous empêche pas d'être dans un groupe, mais d'être unique et différent. Par contre, le groupe nous permet aussi de nous épanouir, nous permet aussi de grandir, nous permet aussi d'aller chercher des infos, d'aller chercher aussi qui on est, de creuser, de découvrir d'autres choses, etc., etc. Tu vois. Donc finalement, pour toi, il faut une base de traits communs pour pouvoir finalement s'exprimer pleinement et devenir unique. Ouais, en fait, je pense que moi, je partirais plutôt de soi. En fait, il faut d'abord savoir qui on est,
qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, et sachant que la quête de qui on est, elle dure toute une vie, quoi, tu vois. Donc derrière, il n'y a pas de difficulté, quoi, tu vois. Donc je pense que effectivement, c'est une très bonne question, mais je dirais que savoir qui on est, premièrement, nous permet de grandir et d'avancer, en tout cas d'être soi-même dans le groupe. Et ensuite, le groupe va nous permettre de grandir, va nous permettre de dire, ah ouais, tiens, finalement, cette valeur-là, elle est peut-être un peu dépassée. Tu vois, tu parlais d'authenticité. Aujourd'hui, l'authenticité, elle est certes importante, mais elle est utilisée par tout le monde, quoi. Tu vois. Donc aujourd'hui, l'authenticité, c'est une sorte de truc, tu vois, qui est devenu un peu utilisé par tous, qui moi me perturbe et qui me gêne un peu, quoi. C'est quelque chose que je défendais, mais au final, aujourd'hui, comme tout le monde l'utilise un peu n'importe comment, pour moi, c'est un peu difficile. Un peu comme dans mon métier où la marque, tu vois, la marque a été utilisée un peu voilà, par plein de gens de façon complètement différente. Donc j'essaye, à partir du moment où tout le monde alors moi, après, c'est aussi la façon dont je suis fait, je suis construit, mais dès l'instant où tout le monde adhère à l'idée de l'authenticité ou adhère à l'idée de la marque, hop, moi, je bifurque et je vais chercher et je vais essayer d'explorer autre chose, quoi. Donc, je parle de remarquable. Un petit côté rebelle. Ouais, exactement, peut-être. Ou en tout cas, l'idée d'aller explorer de nouveaux terrains qui est intéressant, quoi. Je te rejoins en fait, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi-même qui parle d'authenticité dans mon podcast, je me suis beaucoup posé la question, parce que je suis pas forcément un petit beurre ou etc. Enfin, on est d'accord que l'authenticité, elle a été un peu trop utilisée. Pour autant, dans beaucoup de marques et de gens qui la prônent ne le sont pas forcément. Et à un moment, c'est pas parce que a été pris et repris qu'à un moment faut baisser les bras et abandonner. Moi, j'ai quand même envie de m'y accrocher, parce que je crois qu'effectivement l'authenticité, si tu reviens à la définition de base, c'est quand même bien réussir à être qui tu es pleinement, entièrement, quoi qu'il se passe autour de toi et quoi que le monde te renvoie. Mmh. J'ai un peu envie de défendre ce mot-là, même si oui, il est galvaudé et que c'est assez pénible. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça peut malgré tout être, comme tu le dis dans l'entreprise, quelque chose qui est fondamental pour justement réussir, et notamment avoir une marque qui fonctionne, mais aussi par rapport à nous. Et comme tu le disais, on peut pas réussir dans son entreprise si on n'a pas on peut pas bien élever sa marque et bien raisonner et bien vendre si on n'est pas pleinement qui on est dedans. Bah, ça marche dans les deux sens finalement. Ouais, tout à fait. Après, en fait, moi, c'est plutôt aussi une quête d'aller chercher d'autres explications, parce que dès l'instant où tout le monde utilise ce mot authentique, effectivement, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher d'autres choses. Et dans l'idée du remarquable, tu vois, justement, c'est aussi de se faire remarquer. C'est aussi une façon de se démarquer. C'est aussi une façon d'aller aussi plus loin dans la quête de qui on est. Parce que dès l'instant où je me démarque, en fait, je vais aller chercher des marqueurs de différenciation, quoi, d'unicité. Et donc, c'est aussi d'aller pousser plus loin dans cette quête d'authenticité, tu vois. Je dirais que c'est même, ouais, ça va même encore plus loin, parce que c'est aussi qui je suis, ok, et qui, grâce à qui je suis, je peux marquer ma différence. Donc, c'est aussi, tu vois, une manière de rendre les choses plus faciles, même si c'est pas forcément plus facile comme tu l'as souligné, mais j'ai envie de le croire, et j'ai envie de le défendre pour que justement plus de personnes y aillent, parce que derrière ça change la vie, quoi. Moi, je sais pas, donc l'authenticité, je l'ai quand même ressenti dans ton livre. J'ai ressenti 3 mots. Donc authenticité, tu me dis qu'il te pose un peu un problème, mais enfin j'ai ressenti, ou en tout cas je me souviens de 3 mots qui m'ont marqué: authenticité, responsabilité, enthousiasme. Et je trouve que c'est un très beau triptyque malgré tout, parce que si tu les conjugues les 3 ensemble, tu tombes sur quelque chose qui finalement est très équilibré. Ouais, c'est cool, merci. Je les ai notés, parce que effectivement, l'authenticité. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça me renvoie à l'époque où on était une agence de communication, où j'avais effectivement travaillé sur des mots-clés, et j'avais parlé d'authenticité, qui pour moi était déjà à l'époque quelque chose d'important. Et en fait, un des membres de l'équipe me dit: ouais, mais ça fait un peu vieillot, ça sonne un peu authentique, ça sonne un peu la vieille poussière. Et en fait, j'avais eu cette réponse qui était de se dire: mais c'est pas parce que c'est ancestral, c'est vieux, ou que c'est forcément mal, parce qu'on peut être aussi moderne tout en étant fier de ses racines, ou en tous les cas de savoir d'où on vient, quoi. Tu vois, moi, j'ai aucune honte à expliquer d'où je viens et ce que j'ai fait, mon parcours, et ça fait partie de mon parcours. Et à la limite,
je m'en tape parce que c'est moi et je peux pas le changer en fait. Donc derrière tu le prends ou tant pis pour toi quoi. Et après les autres mots, l'enthousiasme, on en a parlé tout à l'heure, qui est effectivement pour moi un choix. Ça aussi, ça a été un changement que j'ai opéré dans ma vie. C'est que je sais pas si je l'explique dans le livre, mais je crois que je dois l'expliquer avec l'idée de choisir comme dans Matrix, tu vois, entre la pilule rouge et la pilule bleue, et moi je choisis la pilule jaune. Mais c'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un de bougon parce que effectivement, je viens d'un tout petit village où voilà, tu vois, rien ne va, c'est toujours compliqué, blablabla. Et en fait, je me suis vraiment énervé moi-même. Et j'ai décidé en fait de changer ça, tu vois. Et je me suis dit mais comment faire? Et donc j'en ai marre d'être bougon et je vais choisir effectivement ce choix de l'enthousiasme et je vais transformer. Et en même temps, tu vois, c'était aussi le fait d'avoir appelé ma société Citron Bien. Tu vois, c'est de voir les choses bien et de faire les choses bien, et etc., etc. Mais en fait, de gommer ce perfectionnisme, tu vois, qui peut te rendre bougon parce qu'effectivement, tu veux faire les choses bien, mais c'est jamais assez bien. Et de se dire, bah ouais, mais émerveillons-nous déjà de ce qu'on a, quoi, tu vois. Soyons heureux de ce qui se passe. Effectivement, c'est une manière de voir le monde avec des lunettes positives, quoi, enthousiastes. Et c'est plutôt cool, tu vois, de voir le verre à moitié vide, enfin le verre à moitié plein, pardon, que à moitié vide, quoi. Mais ça a été un choix délibéré. Donc, on en revient, entre guillemets, à cette notion de responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je crée, mes pensées quelque part et ma façon de vouloir. J'ai le pouvoir de faire en sorte que, en vivant la même vie, je suis enthousiaste, mais je suis plus bougon. Donc, ouais, exactement. Je choisis exactement. En fait, parce que c'est facile. Enfin, tu vois, moi, j'ai grandi avec cette idée qu'on me répétait souvent. On pourra pas le changer, tu vois, de telle ou telle personne. Et donc, en gros, ok, je grandis en me disant, bah, ok, on est comme ça et je peux pas le changer. Et en fait, moi, non, il y a des choses que qui ne plaisent pas dans ma personnalité, qui ne me plaisaient pas. Donc maintenant, c'est pas le temps de se dire ça me plaît pas et puis bon bah voilà, je bougonne contre moi-même. C'est plutôt de me dire ok, comment je fais pour améliorer ça? Comment je fais pour améliorer l'environnement de mes semblables, l'environnement de mes proches ou mon environnement à moi-même, quoi, tu vois? Parce que je peux aussi m'énerver tout seul, comme hier où je me suis énervé face à un type désobligeant dans la rue. Bon voilà, tu vois, je m'énerve moi-même, mais en même temps, bon, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé, point. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc c'est pas non plus, tu vois, c'est aussi l'idée de cette perfection, de se dire, je m'autorise à essayer quelque chose et je m'autorise aussi à me tromper. Je m'autorise aussi à dire bon bah là ça a pas marché, là j'ai pas été bon, ok, c'est pas grave. Un peu comme je le fais avec mes clients, tu vois, quand je leur dis moi je vais donner le maximum pour vous aider à avancer, pour vous élever, pour vous faire grandir. Par contre, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Et je sais une chose dont je suis certain, c'est que si je me trompe, je dirais je me suis trompé et je n'ai pas peur de le dire, ou j'ai pas peur de dire ça je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Et à partir du moment où tu poses ça comme tu vois comme principe de base, et c'est valable je pense dans la vie personnelle, c'est aussi une manière de désamorcer un peu les bombes, tu vois, qui sont sur ton chemin. Oui. Bah, c'est effectivement, c'est de toute façon l'idée que rien n'est absolu et il n'y a pas de vérité. Et qu'à un moment, on peut très bien choisir de dire bah ok, ça c'était un plantage. Ah bah non, finalement, je décide de le voir comme une étape dans mon parcours, etc. Et j'aime bien cette idée de dire j'ai pas toutes les réponses. Moi, c'est aussi quelque chose que je dis à mes clientes, c'est-à-dire que je dis c'est vous qui avez les réponses. Nous, on est des révélateurs quelque part, c'est-à-dire qu'à un moment, bah il peut y avoir plusieurs réponses à la même question ou à une situation. Et effectivement, c'est pas à nous, en tant qu'accompagnants, de donner ou de pointer sur une ou l'autre des réponses, mais c'est bien à la personne de trouver sa propre réponse, qui est valable au moment T, quoi. Oui, exactement. En fait, tu parles de révélateur, moi je parle de facilitateur. J'avais écrit un article il y a quelques temps où j'expliquais qu'on devrait tous être des facilitateurs dans n'importe quel métier, tu vois. Enfin, que tu sois au guichet d'une banque, d'une administration, tu dois faciliter la vie des gens. Tu vois, même ceux qui balayent dans la rue, ils facilitent la vie des autres, tu vois, qui ont ce train de marcher et qui vont pas marcher sur une peau de banane ou je ne sais quoi d'autre. Donc, tu vois, si on a tous cette logique de facilitation, de faciliter la vie des autres, en fait, on valorise qui on est et ce qu'on fait. Et surtout, on valorise aussi l'idée du groupe, quoi, tu vois. Et de se dire, on valorise l'autre. En fait, je suis un des éléments de l'échiquier. Et donc, je sers à quelque chose, je suis utile.
Et derrière, ça me permet d'avancer, quoi. Et je trouve que ça aide aussi à mettre beaucoup plus de bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois l'autre comme un facilitateur, des fois, tu vas aussi pouvoir avoir un regard bien plus bienveillant sur ce qui se passe, ce qu'il fait, ce qu'il peut pas faire, etc. Parce que, voilà, tu vois un sens autre que balayer la rue, etc. Tout à fait, ouais, exactement. En fait, je pense que tu viens de citer le mot sens. Ça aussi, c'est peut-être un des mots qui aurait pu être un mot clé du livre, ou en tous les cas un des mots clés sur lequel je m'appuie beaucoup, même si je le cite pas beaucoup, parce que c'est un mot qui peut faire peur, quoi. Tu vois, c'est aussi l'authenticité, c'est quelque chose qui peut faire peur. La responsabilité, enfin, tu vois. Donc moi, j'essaye de rendre les choses le plus simple possible et le plus accessible. Et le mot sens, tu vois, enfin, on vient de traverser une pandémie, on est encore dedans d'ailleurs. Tu vois, au moment où j'écris le livre, je me dis ouais, voilà, on est à peu près sorti. Tu vois, au moment où je fais les corrections, je me dis ouais, c'est bon. Peut-être qu'on n'en parlera plus. Enfin, tu vois, enfin si, on va en parler parce que c'est un événement international où tout le monde a vécu la même chose au même moment. Je pense que c'est jamais arrivé sur l'histoire de l'humanité, sauf peut-être la disparition des dinosaures, tu vois. Mais là, on a tous vécu la même chose au même moment. Donc on a tous partagé un bout d'histoire commune. Donc ce truc, ça va continuer d'exister. Mais c'est vrai que effectivement, faut savoir comment on vit ce moment, et tu vois, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Tu vois. Je pense qu'on pourrait continuer à parler encore très longtemps, et il y a plein de petites questions que j'avais notées que je n'ai pas posées, mais on est déjà à plus de 35 minutes. Donc avant de se quitter, est-ce que tu pourrais me donner une habitude que tu as pour prendre soin de toi? Que je trouve que c'est toujours, ça peut donner des idées aux autres. Ouais. Alors, en fait, c'est marrant parce que moi, les habitudes étaient quelque chose que j'évitais. Tu vois, j'avais peur que ça bouffe ma créativité. Et aujourd'hui, les habitudes, en tout cas les routines, me permettent de justement être plus créatif. Donc les routines, en fait, il en existe plein, et que je malaxe en fonction de l'instant. Donc les habitudes, ça va être d'écrire le matin, ça va être de méditer, ça va être de faire du yoga, ça va être d'aller promener mon chien, tu vois, ça c'est aussi des habitudes qui me font du bien, d'aller m'acheter une petite pâtisserie. Et d'ailleurs, je parle aussi dans le livre de la kiff list. C'est une liste de kiff. Et en fait, que tu peux aller piocher dedans, tu vois, quand ça va pas très bien, ou quand t'as un petit coup de mou, quand t'es fatigué, ou quand t'as plus envie, ou quand ton cerveau il te dit stop, c'est d'aller piocher dans ta kiff list, ou de lancer une playlist musicale, tu vois, qui te fait plaisir. Voilà, c'est plein de petits trucs que j'essaye d'institutionnaliser, mais en même temps, je m'accorde aussi la possibilité de pas le faire ça tous les jours, voilà quoi. La kiff list, c'est l'idée en fait de savoir ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire que ça peut être, comme tu disais, promener ton chien, ou faire du yoga, etc. Et tu le matérialises à travers une liste pour te dire dans le moment où ça va pas, où effectivement ça peut être très compliqué d'aller rechercher quand on est vraiment bien au fond, etc., d'avoir ce petit papier ou ce petit fichier qui est enregistré sur ton ordi, ou ce petit carnet, et d'aller regarder, de te dire tiens, qu'est-ce qui résonne là tout de suite maintenant, c'est ça. Hein. Ouais. Ou tu pioches au hasard, tu vois, parce qu'effectivement quand ça va pas bien, il y a rien qui va, tu vois. Donc derrière, juste, ça peut demander aussi beaucoup d'efforts de sortir. Ou de savoir si ton cerveau est complètement embrumé, de savoir ce qui te ferait du bien. Par contre, le truc, c'est qu'il y a un élément déclencheur, c'est de se dire, OK, là, je suis pas bien, je me sens pas bien, donc j'ai besoin de faire quelque chose. Et donc, d'éteindre ton cerveau, parce que là, il a plus besoin de réfléchir, il va juste aller piocher, tu vois, et c'est un réflexe que tu crées. Et à partir du moment où tu as créé ce réflexe, et ben, en fait, c'est aussi une habitude qui va s'ancrer en toi, tu vois, quelque chose de simple sur lequel tu peux te reposer, voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette idée parce que comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui par moments voit des choses très noires, très grises, et c'est très compliqué de sortir de ça. Et effectivement, d'aller se dire tiens, je fais confiance à la personne qui a été mieux à un moment. Ouais. Donc ça veut dire que je peux à nouveau aller mieux, comme demain je pourrais aller moins bien, mais je fais confiance à moi-même et je sais que ça m'a fait du bien à un moment. Donc je retourne, et comme tu dis, au hasard ou en essayant de sentir. Exactement. Pouf. Et je pense que c'est une bonne idée parce que quand on est au fond du trou, on a beau avoir des listes dans notre tête, elles sont peut-être pas accessibles. Alors que là, si on l'a matérialisé, ça peut être... Ouais, puis en plus, juste la matérialiser, c'est un bon moment, tu vois, parce que ça t'oblige à aller réfléchir à ce qui te fait du bien, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai redécouvert les Lego il y a pas très longtemps. Et en fait, ça aussi, c'est genre de truc tout bête, mais tu vois, genre, j'ai besoin de décompresser plutôt que de m'éteindre le cerveau devant Netflix ou devant autre chose. Et derrière, c'est aussi des listes que tu peux faire glisser à tes amis ou à tes proches pour t'offrir des cadeaux un peu sympas. Ça peut être pas mal, tu vois, de te récompenser. Tu vois, de fêter, de célébrer aussi un autre petit truc, c'est aussi de célébrer les petites victoires.
et de les matérialiser. Tu vois, typiquement dans l'agence, on avait un son de cloche dès que, tu vois, on avait une bonne nouvelle et on célébrait ça par un goûter. Aujourd'hui, tu vois, célébrer les petites victoires, ça va être, tu vois, d'aller prendre un petit café à un endroit sympa. Ça va être, tu vois, de célébrer la victoire d'écrire mon livre, c'est hop, je m'offre un petit truc. Donc c'est pas forcément à chaque fois de dépenser parce que c'est pas l'idée, mais c'est aussi, tu vois, de prendre un moment pour toi et de se dire ok, je vais célébrer tel truc. Voilà, tu vois, je sais que un coucher de soleil juste à côté de chez moi, au bord du Rhône, ça va être magnifique. Et ça, c'est un temps pour moi. Ça aussi, ça peut être une récompense, quoi. Voilà. C'est super et ça nous fait reboucler un peu sur ce que tu disais au départ, à savoir se reconnecter à l'enfant qui est en nous, parce que quand je t'entendais parler, j'imaginais vraiment le petit enfant en toi qui kiffait faire des Legos, qui kiffait regarder le ciel, etc. et que tu as réussi à ramener dans ta vie d'aujourd'hui. Et je pense que du coup, effectivement, se rattacher à ces petites choses qui nous font plaisir, c'est aussi se rattacher à l'enfant en soi qui va pouvoir nous donner des pistes. Donc, je trouve que ça ferme bien la boucle. Je te remercie pour cet échange. C'était merci à toi. Chouette. Merci à toi. Si on veut te retrouver, tu as le livre remarquable qu'on peut acheter dans toutes les bonnes librairies, on va dire. Exactement, même les mauvaises. Mais ça ne on peut même les retrouver. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Pierre Dron, D-R-O-N, avec un D. En fait, Dron, D-R-O-N, c'est l'anagramme du Nord. Et je viens du Nord, tu vois, donc c'est facile, D-R-O-N, N-O-R-D. Ce n'est pas ton nom, en fait. Ouais, si, c'est mon nom, Pierre Dron. Ah, d'accord, mais c'est un anagramme quand même. Non, je pense que tu disais, c'est l'anagramme de Nord. En fait, c'est juste un moyen mémotechnique parce que souvent, on m'appelle Bron, on m'appelle Drone, on m'appelle, tu vois, donc c'est Pierre Dron, D-R-O-N. Et pour se souvenir, c'est l'anagramme du Nord. Parce que je viens du Nord. Et en fait, vous pouvez me retrouver Instagram, LinkedIn, pierredron.com. Et puis voilà. Puis je mettrai tout ça dans les notes, comme d'habitude. Et venez échanger avec moi si vous avez aimé l'échange ou si vous avez besoin de précision. J'échange assez facilement à la fois sur LinkedIn et Instagram. C'est les deux réseaux sur lesquels je suis et que j'apprécie. Donc n'hésitez pas à venir me mettre un petit poke, un petit clic, un petit message. J'apprécie beaucoup. Je confirme parce que c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec toi. D'ailleurs, c'était un soir pas très tôt parce que j'étais en train de lire le livre et effectivement, tu m'avais répondu ce que j'avais trouvé plutôt chouette de se dire tiens, j'ai accès à l'auteur du livre que je suis en train de lire. Je trouvais que c'était assez kiffant, effectivement. C'est cool, mais en fait même pour moi, tu vois, parce que derrière c'est aussi d'avoir du feedback. On parlait tout à l'heure d'être soi, moi, tu vois, accessible. Ça, c'est un truc qui pour moi est hyper important. Et le fait de pouvoir répondre aux gens. Enfin, tu vois, moi, je suis un mec comme toi et moi. Enfin, tu vois, j'ai rien d'exceptionnel. Donc derrière, c'est pourquoi j'aurais pas accès à l'auteur du livre que je suis en train de lire, tu vois. Et en plus, enfin moi, en tout cas, ça me fait kiffer. Donc c'est cool parce que ça me permet d'avoir des petits feedbacks. J'ai noté des petites choses que tu m'as dites aussi durant l'échange, et ça me permet de savoir effectivement ce qui fonctionne sur le livre, ce que je peux améliorer la prochaine fois, etc., etc. Quoi. Et juste de partager. Exactement. Allez écrire à Pierre après avoir écouté l'épisode, ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir. Yes. Bon, allez, très bonne fin de journée. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci de ce partage. Salut. Avec plaisir. Salut. Et voilà. C'était riche, non ? Personnellement, j'ai pris un immense plaisir dans cet échange avec Pierre. Nos univers se parlent, s'interrogent, se croisent, et je trouve cela extrêmement stimulant. Ce que je retiens de Pierre, c'est sa volonté farouche, son envie de faire grandir les âmes et les humains à travers leurs projets. Son optimisme communicatif à vouloir regarder les autres changer le monde tout en y contribuant est aussi extrêmement inspirant pour moi. J'aime énormément cette idée de faire de la création, du développement d'une marque, un terrain de jeu formidablement et redoutablement efficace pour se développer en tant qu'humain. S'incarner dans sa marque, c'est aussi disposer d'un laboratoire pour vouloir se connaître, se comprendre, grandir et s'accepter. C'est un lien puissant avec soi et avec le monde. Ce que j'aime également, c'est que nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, constituent un chemin vers nous. Ils sont d'excellents révélateurs de qui nous sommes si nous voulons nous donner la peine de nous regarder faire et de nous exprimer pleinement. J'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré. Je t'invite vraiment à lire le livre de Pierre. Si tu veux te lancer et créer ta marque, ce sera une Bible. Et si tu veux avoir des clés de compréhension de qui tu es, tu peux le lire à un autre niveau. Très belle semaine et à bientôt!